Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. Fin du 54e sommet ordinaire de la CEDEAO tenu aujourd'hui à Abuja au Nigeria. Une rencontre consacrée à la situation politique au Togo et en Guinée-Bissau, le changement climatique et enjeux sécuritaires, des questions également abordées. Il y a eu des avancées importantes, se réjouit le président de la République. Le Père Noël est descendu aujourd'hui dans les jardins du palais de la présidence de la République. 3000 enfants du district d'Abidjan ont reçu des cadeaux. Au total, 15 000 enfants bénéficient des présents de la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. Et puis la direction régionale des douanes du Sud Comoé barre la route aux faussaires. Plus de 76 tonnes de marchandises interdites brûlées à Noé. Ces produits sont composés essentiellement de consommables. Ils représentent plus d'1 milliard de francs CFA. Le 54e sommet ordinaire de la CEDEAO s'est tenu aujourd'hui à Abuja, au Nigeria. Une rencontre consacrée à la situation politique au Togo et en Guinée-Bissau. Il a aussi été question de changement climatique et enjeux sécuritaires. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part aux travaux. Envoyé spécial à Abuja, Jérôme Kofi Abolin. Ils sont là, en grand nombre, ce samedi à Abuja. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, y compris. En témoigne la photo de famille prise pour la circonstance. Tous, ce sont des chefs d'État et de gouvernement présents dans la capitale nigériane pour le 54e sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Une présence saluée par le président en exercice de la CEDEAO, Muhammadu Buhari, chef de l'État nigérien. Pour lui, c'est essentiel quant au succès de cette rencontre visant à prendre des décisions importantes face aux nombreux défis, notamment celui du terrorisme. En lui emboîtant le pas et précédant le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Ibn Chammas, dans cette même vision, le président de la commission de la CEDEAO, l'Ivoirien Jean-Claude Brou, est formel. La CEDEAO, selon lui, ne peut faire concrètement ce que l'on attend d'elle que dans la solidarité et la cohésion. Il s'agit pour nous de continuer à consolider notre union douanière et notre marché commun, de faire face à l'extrémisme et le terrorisme et de lutter efficacement contre les effets du changement climatique sur nos économies. L'emploi, notamment des jeunes, reste une priorité pour chacun de nos États membres. Comme par le passé, ces défis ne seront surmontés que dans la solidarité et la cohésion qui ont caractérisé notre organisation depuis sa création le 28 mai 1975. Les enjeux de cette rencontre sont nombreux, notamment la situation politique au Togo et pour le travail abattu, en plus de celui sur les questions politico-économiques dans la sous-région. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, se dit fier non seulement du rôle de son compatriote Jean-Claude Brou en tant que président de la commission de la CEDEAO, mais aussi d'avoir participé à cette session. Nous avons eu un excellent sommet et moi je dois dire toute ma fierté parce que les chefs d'État ont à l'unanimité félicité notre compatriote Jean-Claude, le nouveau président de la commission, pour l'important travail qu'il a accompli, aussi bien sur le plan donc de l'organisation de la commission, sur les questions économiques, les questions diplomatiques, les questions sécuritaires. C'est une grande fierté. Quand je l'ai proposé il y a 1 an, je dis au chef d'État, je vous envoie un des meilleurs fils de Côte d'Ivoire. Et ils m'ont dit que j'avais raison et qu'il a transformé la commission. Les choses se passent très bien. Nous avons bien évidemment entrepris de regarder un certain nombre de dossiers délicats. Par exemple, le problème du Togo, la question de la Guinée-Bissau, la question de la lutte contre le terrorisme. Et sur toutes ces questions, nous avons fait des avancées importantes. Pour le président Alassane Ouattara, sa présence pendant 24 heures dans la capitale nigériane avec ses pairs pour ce 54e sommet de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO est une des preuves que la communauté poursuit inlassablement sa marche pour le développement de ses pays membres. Pour information, c'est en début de matinée ce samedi qu'il a mis le cap sur Abuja, au Nigeria,
pour sa participation à cette session ordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avant de reprendre la direction d'Abidjan quelques heures plus tard. Et justement, le président de la République est rentré ce soir d'Abuja. Alassane Ouattara y a pris part au 54e sommet de la CEDEAO. Sourire et joie pour 3000 enfants du district d'Abidjan. La première dame leur a offert des cadeaux pour la fête de Noël. La Fondation Children of Africa de Dominique Ouattara a organisé son traditionnel arbre de Noël. C'était aujourd'hui dans les jardins du palais de la présidence. Mahama Traoré, Abiba Dambélé Saoui. C'est désormais une tradition. Chaque année, au mois de décembre, les jardins du palais présidentiel se muent en un géant parc d'attractions pour faire vivre la magie de Noël aux tout-petits. Cette initiative de la Fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a réuni cette année plus de 3000 enfants issus du district d'Abidjan et des localités environnantes. Invité d'honneur de l'édition 2018 de l'Arbre de Noël, la commune d'Anyama. Et c'est une enfant de cette cité qui a été chargée de traduire toute la gratitude des enfants de Côte d'Ivoire à la première dame Dominique Ouattara. Maman Dominique, vous êtes une maman unique, chaleureuse, généreuse et affectueuse. Chaque année, à la même période, vous nous apportez la lumière et la joie. Et pourtant, chaque édition est différente et davantage merveilleuse. Les enfants, vos enfants ici présents qui vous entourent et vous chérissent par ma voix, vous disent merci. À seulement 72 heures de la fête de Noël, le Père Noël lui fait déjà son apparition dans les jardins du palais présidentiel. Les mains chargées de cadeaux estampillés Fondation Children of Africa. Il a su apporter de la joie au cœur de tous les enfants présents. Ils ne seront pas les seuls à en bénéficier, assure la présidente fondatrice de Children of Africa. Chers enfants, vous êtes 3000 au total à avoir eu la chance d'être ici aujourd'hui pour profiter de toutes les merveilleuses activités que nous vous avons préparées. Pour nos chers enfants qui n'ont pu être présents cet après-midi et pour les enfants de l'intérieur du pays, nous avons prévu cette année encore des arbres de Noël éclatés dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Au total, ce seront 15 000 enfants qui bénéficieront de l'arbre de Noël de la Fondation Children of Africa et qui repartiront chez eux les bras chargés de cadeaux. En plus des cadeaux, les enfants ont été égayés par un défilé et les artistes en vogue du moment. Dans cet élan du partage, le club des hommes d'affaires musulmans vole au secours des enfants malades du cancer. Le 5e dîner gala de bienfaisance vient de se tenir. Le Chamsi a mobilisé 55 millions de francs CFA, un montant qui va permettre de soutenir les enfants malades du rein et du cancer. Koné Pargasoro. Chaque année, en Côte d'Ivoire, 20 000 à 22 000 nouveaux cas de cancer sont dépistés selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Un enfant sur 500 sera atteint d'un cancer avant l'âge de 15 ans, selon le dernier rapport de l'Institut national du cancer. Ce tueur silencieux, un véritable problème de santé publique qui préoccupe le club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire, Chamsi. Membre et responsable de cette structure islamique, décide alors de voler au secours des enfants malades du cancer de l'Institut d'oncologie pédiatrique du CHU de Treichville. Un dîner gala de bienfaisance donc pour collecter des fonds en vue d'apporter le soutien de la structure aux enfants atteints du cancer. Le cancer est une maladie qui coûte très cher et puis c'est une maladie très difficile. Donc le Chamsi ne pouvait pas rester indifférent. C'est pourquoi cette année nous avons choisi encore d'aider les enfants malades du cancer. Qu'est-ce qu'on a de plus beau si ce n'est pas les enfants? C'est les plus vulnérables et donc nous avons mis notre mandat la politique de nous occuper des enfants malades. C'est tous les enfants, il n'y a pas de distinction ni d'ethnie ni de religion. Heureux, les responsables de l'Institut d'oncologie pédiatrique du CHU de Treichville ont tenu à traduire toute leur reconnaissance au Chamsi. Très grande joie et beaucoup d'émotions. Mais je vais leur dire tout simplement merci.
Merci par exemple pour le papa qui viendra, à qui je pourrais dire, tu n'as pas besoin de garantir ta plantation une deuxième année supplémentaire parce que le Chamsi te permet de traiter ton enfant. Cette 5e édition a bénéficié du soutien des membres du gouvernement, des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire et a vu la participation de nombreux guides religieux, des rois et chefs traditionnels, occasion pour le ministre des Transports Amadou Koné, représentant la marraine, l'épouse du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, d'inviter autorités, élus, cadres, fidèles, guides religieux et personnes de bonne volonté à accompagner le Chamsi dans sa quête inlassable de lutte contre ces pathologies qui endeuillent de nombreuses familles. La vente aux enchères de plusieurs objets islamiques a permis de mobiliser la somme de 55 millions de francs CFA à la grande joie des responsables du Club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire, Chamsi. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'un code de la santé. Il vise à redynamiser le secteur. Ce nouveau texte s'adapte aux réalités du pays. L'avant-projet de loi portant code de la santé publique remis au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Les explications de Sorosita. Depuis son accession à l'indépendance en 1960, la Côte d'Ivoire a hérité du Code français de la santé de 1953. 65 ans plus tard, le besoin d'avoir un code adapté aux réalités ivoiriennes se fait sentir. En janvier 2018, sont lancés les travaux de rédaction du Code de santé version Côte d'Ivoire. 11 mois après, l'avant-projet de loi portant Code de la santé publique de la République de Côte d'Ivoire est remis au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Depuis notre indépendance, des codes ont été adoptés par l'Assemblée nationale dans notre pays pour une vingtaine de secteurs tant économiques que sociaux, exception faite du secteur de la santé. C'est en raison de ce qui précède que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, conformément aux orientations du gouvernement, a entrepris, avec l'appui de certains partenaires, de réécrire son code de santé publique, hérité de la période coloniale, pour mieux renforcer et harmoniser le cadre institutionnel et réglementaire des activités dans tout le système de santé. Les jours à venir, ces travaux seront présentés en Conseil de ministres par Aka Awele, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, ensuite à l'Assemblée nationale pour adoption. Ce code innovant et moderne s'inscrit dans le cadre de la redynamisation du secteur de la santé en Côte d'Ivoire pour le bien-être des populations. Ce code retrace toutes les activités de santé publique en termes de méthodologie de travail, en termes de manière de faire et de coordination de tout ce qui est fait sur la santé des humains en Côte d'Ivoire. Ça a un impact direct sur la santé des populations quant à la qualité et des prestations et la vision même de ce secteur vis-à-vis de la santé des populations. Ce sont 300 experts qui ont pris part à l'élaboration de ce document qui comprend en tout 525 articles. Les médecins militaires à la retraite peuvent désormais intégrer la fonction publique s'ils le désirent. Les députés ont voté une loi à cet effet en séance plénière. Le statut de commissaire de justice et le nouveau code de procédure pénale également adopté. Des détails avec Konaté Moussa. Les médecins militaires admis à la retraite peuvent désormais intégrer la fonction publique et continuer à exercer le métier de médecin. Le projet de loi relatif à l'engagement des médecins militaires à la retraite dans la fonction publique est adopté en plénière. Les 158 députés présents ont aussi adopté le projet de loi portant statut des commissaires de justice. À l'époque, on avait les commissaires de prison et les huissiers de justice. Et j'ai trouvé que les deux faisaient pratiquement la même chose, même s'il arrivait des fois où certains marchaient sur les plans des autres. Aujourd'hui, c'est une fusion qui est demandée pour que ces deux professions se mettent ensemble. Le statut de médecin militaire, pour aller à la retraite dans leur corps, il fallait avoir 57 ans. Après 57 ans, le gouvernement s'est rendu compte qu'au-delà de 57 ans, ils peuvent encore prêter leur service à la nation. Et c'est pour cela que le gouvernement a décidé de voir dans quelle mesure ceux-là on peut les rappeler. Objet de débat à la dernière séance plénière, le projet de loi portant code de procédure pénale est enfin adopté après des propositions d'amendement. L'article 69, à la lecture duquel, dans le projet initial, nous avons constaté qu'il était nécessaire d'adapter cet article aux exigences du règlement de l'UEMOA.
le règlement numéro 5 qui régente la profession d'avocat. Et dans ce règlement, il est indiqué clairement que le cabinet d'avocat est inviolable. Il est également indiqué que les perquisitions dans un cabinet d'avocat doivent se faire selon des modalités. Il s'agissait pour nous donc de placarder, pour rester conforme donc à notre constitution, de placarder, de transposer cette disposition communautaire de notre droit positif interne. La révision du code de procédure pénale s'inscrit dans le cadre de la réforme judiciaire initiée par le gouvernement. Il s'agit de conformer les institutions judiciaires du pays aux normes internationales. Dans l'actualité politique ce soir, des cadres du département d'Annie-Bélé-Crau adhèrent au RHDP. Ils ont pris cette position à l'occasion du lancement de Agir pour le développement, un mouvement du département d'Annie-Bélé-Crau. Cette organisation prône le développement et la cohésion, nous dit Mamadou Kouassi. Fini les élections locales dans la région Lindéné-Dioblé. Place au développement et au renforcement de la cohésion sociale. Les fils et filles du département d'Annie-Bélé-Crau de différentes formations politiques et de la société civile s'engagent sur la voie de l'unité. Pour y arriver, un mouvement est né. C'est Agir pour le développement avec Pascal Kwaku Abina. Faire bloc autour du ministre Abina Kwaku Pascal pour l'aider à faire passer nos messages au niveau de sa hiérarchie afin que le développement ait une connaissance accrue au niveau de notre département. Le lancement de ce mouvement était l'occasion pour le ministre Pascal Kwaku Abina d'appeler davantage à l'union et à la solidarité afin de booster le développement de la région de Lindéné-Dioblé. Pour lui, cette unité doit se traduire également autour du président de la République, Alassane Ouattara, pour l'accompagner dans sa vision de développement de la nation ivoirienne. Tout ce que nous avons demandé, il a réalisé. Le pont de Bétier, l'université qui va se faire, le bitume de la route à Bangourou, à Boisseau, et le reprofilage qui a commencé, et Kokonou, à Proprou-Nou, qui est d'actualité. Tout ceci, c'est la confiance. Il faut que nous restions fidèles à nos convictions. Pascal Kwaku Abina invite par ailleurs les cadres et les militants du PDCI RDA à adhérer davantage au RHDP unifié. Il faut que mes parents soient rassurés. Je ne vais jamais vous envoyer dans le gouffre. Quand je fais un choix, c'est mûrement réfléchi. Jamais je vais choisir une voie suicidaire. Le RHDP, c'est l'avenir. Beaucoup de gens qui parlent aujourd'hui, qui vilipendent ce RHDP, ils ont été élus, soit députés, soit sénateurs, sous la bannière du RHDP. Alors, si on veut se régner, qu'on rende sa démission de son mandat. Le RHDP, c'est l'avenir. Et vous savez tous ce que le RHDP nous a apporté. Les chefs coutumiers, les jeunes et les femmes s'engagent à leur tour à implanter ce mouvement de développement dans tous les villages et hameaux de la région de Lindéné-Dioblé. L'UDPCI sera au congrès du RHDP le 26 janvier. Le bureau politique s'est réuni aujourd'hui. La rencontre a porté sur la vie de ce parti. Elle était présidée par Albert Mabry-Touaque, son président Herman Guivet. Échanger sur la vie du parti Arc-en-Ciel relativement aux préparatifs du congrès constitutif du RHDP le 26 janvier prochain. Orientation principale de cette réunion du bureau politique de l'UDPCI à laquelle ont pris part les secrétaires régionaux, nationaux, les présidents des commissions techniques et autres structures composantes du parti. Le bureau politique prend acte du retour de l'UDPCI dans la gouvernance. Il renouvelle sa gratitude au président de la République et l'encourage à agir pour la réconciliation et la paix. Quelle position du bureau politique de l'UDPCI pour ce qui concerne le congrès constitutif du RHDP du 26 janvier 2019. Considérant son statut de parti initiateur de membre fondateur du RHDP, vu les sacrifices déjà consentis par les militants de l'UDPCI dans le cadre de l'alliance RHDP du 18 mai 2005 à ce jour, vu les valeurs de paix, de cohésion, de rassemblement et de solidarité qui caractérisent l'UDPCI, le bureau politique autorise le parti à prendre part aux travaux du congrès constitutif du RHDP du 26 janvier 2019.
le bureau politique réaffirme son attachement à un RHDP de rassemblement, ouvert à toutes les filles et à tous les fils de la Côte d'Ivoire. Le bureau politique exhorte par ailleurs l'ensemble des organes du parti à demeurer mobilisés pour les défis à venir. Ils n'auront pas le temps de faire un autre coup. 3 individus arrêtés par la police à San Pedro. Il leur est reproché d'arnaquer les producteurs de café cacao dans la région. Les mis en cause avaient même réussi à détourner 49 tonnes de cacao. Ils s'apprêtaient à encaisser un chèque de 19 millions de francs CFA. Le récit de Sam Conan. Ces 2 individus passeront les fêtes de fin d'année derrière les barreaux. Eux qui ont passé tout leur temps à arnaquer des producteurs de café cacao dans la région de San Pedro. Alors, comment ces individus opéraient-ils? Les mises en cause sont des individus qui, bien avant l'ouverture de la campagne du cacao, vont vers les coopératives agricoles. Et ces personnes se font passer pour des commerciaux des sociétés exportatrices des fèves de cacao. Et sur cette base-là, par des manières frauduleuses, arrivent à convaincre les planteurs de leur donner le cacao. Et c'est ainsi que, toujours sur la base de ces documents frauduleux-là, ils arrivent à décharger ce cacao-là dans les sociétés exportatrices de fèves de cacao. Et par la suite, une fois qu'ils arrivent à faire décharger ce cacao-là, ils reçoivent des chèques, et cela toujours sur la base de manœuvres frauduleuses. Après avoir détourné 49 tonnes de fèves de cacao, ces 2 individus s'apprêtaient à encaisser le reste des chèques quand ils ont été surpris par la police en pleine banque. Ils sont rendus dans une banque de la place pour encaisser ces chèques-là. Il faut dire que la veille de leur arrestation, ils avaient réussi déjà à encaisser un chèque d'une valeur de plus de 30 millions de francs CFA. Et c'est le 2e jour, ils n'ont pas eu cette chance-là, que nous avons réussi à les interpeller. Pendant qu'ils s'apprêtaient à encaisser le 2e chèque qui était d'une valeur de 19 millions de francs CFA. Ces 2 individus seront rejoints en prison par ce présumé braqueur qui vient d'être pris par la brigade anticriminalité. Nous venons d'appréhender un individu appartenant à un gang de 5 personnes. Et déjà le 28 octobre, ils ont dépouillé un commerçant sur l'axe Grand Béréville d'Obo. Ils l'ont dépouillé de la somme de 6 millions, plus 2 portables. Le 2 novembre, ils ont dépossédé 2 acheteurs de cacao sous la menace de leurs armes de la somme de 28 millions de francs CFA. D'après ce présumé braqueur, ce véhicule de type 4x4 a été acheté avec l'argent braqué. Il a été mis sous scellé par les éléments du préfet de police, Seydou Ouattara. À Noé, au moins 76 tonnes de marchandises interdites saisies. Ces produits impropres à la consommation ont été brûlés. Une action de la direction régionale des douanes du Sud Comoé. Des détails avec Lanciné Bakayoko. Nous sommes réunis pour l'incinération des produits prohibés saisis par les services des douanes du Sud Comoé au cours de la période de mars 2017 à ce jour. J'autorise au nom de M. le procureur général, de M. le procureur de la République, l'incinération des produits référencés. C'est après cette réquisition du procureur de la République que la direction régionale des douanes du Sud Comoé a mis le feu aux 76 tonnes de marchandises prohibées saisies au bureau frontière de Noé. C'est dans un cadre purement de salubrité. C'est la mission qui rentre dans le cadre de la protection de la population en matière de santé. Et c'est vraiment à ce titre que nous intervenons aujourd'hui, pour protéger notre population de tous ces faux médicaments qui inondent le marché. Les marchandises incinérées sont en effet composées de produits pharmaceutiques non enregistrés, de pétards, de boissons frelatées, des substances éclaircissantes, des herbicides, de l'engrais et des margarines périmées. Par cette opération d'incinération de marchandises nocives, le gouvernement réaffirme sa volonté de voir émerger une Côte d'Ivoire nouvelle avec des citoyens de valeur. Le président de la République a parlé du concept de l'Ivoirien nouveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui n'est pas licite, il faut arrêter. La valeur marchande des 76 tonnes de fausses marchandises s'élève à 1,1 milliard de francs CFA.
Il avait représenté la délégation ivoirienne à la COP24 en marge de cette rencontre sur le climat. Le ministre de l'Environnement, Joseph Seka Seka, a échangé avec plusieurs partenaires. Au menu, la recherche de financement. Le point avec Grace Kando. 24e conférence des partis COP24 tenue à Katowice en Pologne, mise à profit par l'émissaire du gouvernement ivoirien. Au cours de cette rencontre sur le climat, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a multiplié les rencontres avec des partenaires, notamment le Fonds vert pour le climat, l'Institut pour la croissance verte et le Fonds mondial pour l'environnement. Objectif, plaider pour le financement des projets nationaux. Côte d'Ivoire a demandé de nous joindre, notre petite famille de maintenant une trentaine de pays qui sont les membres de notre organisation. Et les deux choses que nous faisons pour eux, c'est de développer leur stratégie dans la croissance verte, l'énergie renouvelable, les sites verts, les écosystèmes et l'eau et l'assainissement, notre domaine. Et la deuxième spécialité que nous avons, c'est d'augmenter la capacité des pays d'accéder le financement vert et climat. Il était bon qu'à la faveur de cette COP24-là, nous puissions nous rencontrer, faire connaissance et voir les modalités pratiques de notre adhésion à l'Institut. Nous avons aussi, par la même occasion, demandé qu'une fois que la Côte d'Ivoire a adhéré, l'Institut puisse avoir un siège en Abidjan. Nous avons donc abordé les aspects pratiques de toutes ces questions, l'accord de siège et tout cela, et nous leur avons exprimé nos besoins. Les efforts de la Côte d'Ivoire en matière de protection de l'environnement ont été reconnus lors de la COP24. L'Association des trophées verts du Sénégal a distingué le pays. Nous savons que la Côte d'Ivoire est très active dans le cadre de la préservation de ses forêts. La Côte d'Ivoire fait partie des poumons verts de l'Afrique de l'Ouest. Bref, dans tous les domaines, dans l'atténuation, dans l'adaptation, dans la résilience, qui sont les trois dimensions de l'action climatique, c'est à partir de ces dimensions que les critères ont été établis et modélisés pour sortir la Côte d'Ivoire du lot. Selon cette association, les efforts de la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre les changements climatiques contribuent à l'atteinte des objectifs de développement durable ODD. De la Pologne, rendons-nous au Maroc pour parler de cinéma. La critique cinématographique à l'heure des réseaux sociaux, un thème au cœur de la 21e édition du Festival du cinéma africain de Kuriba. Issa Tionayo, envoyé spécial. Que vaut encore la critique cinématographique au moment où tout le monde a accès aux réseaux sociaux? Les réseaux sociaux influencent-ils le critique de cinéma dans sa démarche intellectuelle? Le critique de cinéma peut-il se passer des avis des réseaux sociaux? Ces préoccupations ont fait l'objet d'un colloque au cours de cette 21e édition du Festival du cinéma africain de Kuriba. De l'avis des panélistes, il y a lieu de faire la part des choses. Mais aujourd'hui, avec Internet, je crois qu'on est dans une période où tout est rapide, tout est éphémère, où notre mémoire aussi nous quitte, il faut le voir. Il faut vite consommer, plier. Il y en a même, et on l'a souligné, des gens qui écrivent leur papier ou qui donnent leur impression au moment même où le film est diffusé. C'est de l'opinion. Or, il faut quand même, pour être critique, avoir une connaissance, c'est-à-dire être au fait de l'histoire du cinéma, être au fait aussi des différents mouvements, des différents genres cinématographiques. Les réseaux sociaux ont intégré le quotidien de toutes les populations à travers le monde. Cependant, Serge Toubiana, critique des cinémas, demande de s'en méfier. Les réseaux sociaux, c'est anonyme, c'est collectif. Tout le monde peut y être, c'est gratuit. Mais derrière, il y a des puissances quand même. Si tous les participants au colloque reconnaissent que les réseaux sociaux constituent un véritable danger pour tous, parce que n'ayant pas de rédacteur en chef, il n'en demeure pas moins qu'ils encouragent le critique des cinémas à l'utiliser à bon escient pour faire avancer le 7e art sur le continent. On reste en culture pour parler de musicologie ici en Côte d'Ivoire. Le Zaouli, danse traditionnelle du peuple gouro, est au cœur de la recherche. Le musicologue Yorobi Tizier a présenté sa première œuvre musicale. Elle est dédiée à ce patrimoine culturel de l'ouest du pays. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.